Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, suite du chapitre 3 Des pions sur l'échiquier de William Gaillard, en anglais Pawns in the Game. Donc, partie 5 sur 6 du chapitre 3 sur la Révolution française et les hommes qui la firent. Je vais donc reprendre là où j'en étais. J'en étais au début de la page 68. Ainsi, les Illuminati juifs, grâce à Moïse Mendelssohn et à Weishaupt, s'étaient introduits dans la franc-maçonnerie continentale sous le paravent des loges du Grand Orient. Ils organisèrent ensuite des comités révolutionnaires secrets à l'intérieur des loges. Les directeurs de l'underground révolutionnaire étaient donc présents dans toute la France. Une fois qu'il eut réussi par l'intermédiaire de son ami le duc d'Orléans à fusionner la franc-maçonnerie bleue ou nationale avec le rite du Grand Orient de France, Mirabeau abandonna son ami dans le même chemin de perdition qui l'avait conduit à se faire rejeter par ses pairs. En 4 ans, le duc d'Orléans fut tellement endetté qu'on le persuada de s'engager dans des trafics illégaux pour essayer de rentrer dans ses fonds. Bizarrement, ses aventures semblèrent aller de mal en pis, et il perdit de plus en plus d'argent. En 1780, il devait 800 livres. Une fois de plus, les banquiers se présentèrent, offrirent de le conseiller dans ses transactions commerciales et lui proposèrent une aide financière. Bon, c'est la même chose pour les États, aide financière à la Grèce par exemple, FMI. Ces financiers le manœuvrèrent très habilement jusqu'à lui faire signer pour ses emprunts et à leur profit des garanties, véritables hypothèques sur son palais, ses domaines, sa demeure et le palais royal. Le duc d'Orléans signa un contrat par lequel il autorisait ses financiers juifs à gérer ses propriétés et ses domaines de façon à lui procurer des revenus suffisants pour honorer ses obligations financières et à lui laisser un revenu régulier et confortable. Bon. Par exemple, là vous voyez, dans le cadre de la campagne de François Fillon, on lui a imposé de prendre François Baroin comme futur Premier ministre si jamais il était élu. Voyons, on lui impose des gens comme ça. François Baroin, qui est en fait le fils de l'ancien grand maître du Grand Orient de France, qui devait s'appeler Michel Baroin ou quelque chose comme ça. Bon, on impose ça. Le duc d'Orléans n'avait jamais été très doué pour les questions financières. À ses yeux, le contrat qu'il avait signé avec ses banquiers juifs lui apparut comme un échange financier bien fondé. Il lui avait offert de gérer ses affaires et de transformer une sombre faillite en un grand succès financier. Que pouvait-il espérer de plus ? Il n'avait suspecté aucune manœuvre frauduleuse puisqu'il s'était innocemment vendu corps et âme aux agents du démon. Mais il l'avait fait et il était véritablement sous leur influence, note 65. Les mêmes génies maléfiques utilisèrent leur argent pour endetter William Pitt, Premier ministre d'Angleterre, et l'obliger à démissionner, car au début de son mandat, il avait obstinément refusé d'autoriser l'Angleterre à se lancer dans les guerres qu'ils avaient provoquées dans le cadre de leur conspiration. Depuis 1785, le ministre des Finances William Pitt en savait beaucoup sur l'action des rois de l'argent dans les affaires internationales, note de l'auteur. Les puissances secrètes qui dirigeaient la Révolution française désignèrent Choderlos de Laclos pour la gestion du palais royal et des domaines du duc d'Orléans. Nous pensons que de Laclos était un juif d'origine espagnole. Lorsqu'il fut nommé gérant du palais royal, il était déjà le célèbre auteur des Liaisons dangereuses et autres ouvrages pornographiques. Il prit publiquement la défense de son immoralité sans borne en déclarant qu'il étudiait la politique de l'amour sous ses aspects les plus variés du fait de son amour de la politique. Il importe peu de savoir qui était Choderlos de Laclos. C'est ce qu'il fit qui a de l'importance. Ce personnage fit du palais royal la plus vaste et la plus malfamée des demeures du royaume. Je vous renverrai aux conférences de Marion Sigaud sur le palais royal, le duc d'Orléans et même la Révolution française et les espèces de micmacs financiers. Notamment, je crois, avec le Pelletier de Saint-Fargeau, si ça vous dit quelque chose. Intéressant à creuser.
Donc ce Choderlos de Laclos institua toutes sortes de divertissements et de spectacles impudiques et licencieux, des galeries de tableaux obscènes, des bibliothèques pornographiques et mit sur scène des pièces dont l'unique objet était la dépravation sexuelle sous sa forme la plus bestiale. Les hommes et les femmes qui souhaitaient se laisser aller à n'importe quelle forme de débauche n'avaient que l'embarras du choix. Vous pouvez regarder aussi le film Danton, film d'Andrzej Wajda, où on voit Danton qui s'adonne à la luxure et à tout un tas de dérèglements, et qui finit sur le billot, enfin à la guillotine, quoi. Film assez incroyable. Le palais royal devint le centre à partir duquel on conçut et l'on répandit les mots d'ordre de la campagne pour la destruction systématique de la foi religieuse et de la moralité publique française. Tout cela mit en place le principe kabbalistique qui stipule que le meilleur révolutionnaire est un jeune dénué de toute morale. Voilà. Tout ça, c'est bien exact. Un juif de Palerme, Cagliostro, alias Joseph Balsamo, s'était associé à Delaclos. Il transforma une des propriétés du duc en imprimerie, publia des brochures révolutionnaires et organisa une équipe de spécialistes de la propagande révolutionnaire. En plus de la littérature, ils organisèrent des concerts, des pièces de théâtre et des débats destinés à en appeler aux plus bas instincts de la nature humaine et à favoriser la cause de la Révolution. Balsamo organisa également les nids d'espions qui permirent au pouvoir occulte d'exécuter sa stratégie de l'infamie pour l'assassinat mental systématique. Les hommes et les femmes qui étaient attirés dans la toile tissée par Delaclos et Balsamo devaient exécuter leurs ordres s'ils ne voulaient pas qu'on exerçât un chantage sur eux. Ainsi, les domaines du duc d'Orléans furent transformés en centres de politique révolutionnaire sous le paravent de salles de conférences, de théâtres, de galeries d'art, de clubs d'athlétisme, de salles de jeu, de bordels, de cabarets où l'on trouvait vin et drogue qui faisaient un commerce d'enfer. Et tout ça, c'est en punition donc des actes de ce fameux duc d'Orléans qui a fait affaire avec des crapules et qui se retrouve à avoir un business pris en otage et à être en fait potentiellement ruiné. La seule façon pour lui de continuer à vivre, c'est d'aller d'effet de cavalerie en effet de cavalerie et de pyramide de Ponzi en pyramide de Ponzi. Et la contrepartie de ces effets, c'est précisément de se transformer en bon révolutionnaire et en laissant ses propriétés libres pour tout simplement le ferment révolutionnaire intellectuel et on va dire le schéma de déconstruction si cher à nos révolutionnaires. Vous verrez que c'était la même chose en Russie en 1917 et avant, toutes les histoires d'infiltration, à chaque fois c'est toujours la même chose, c'est toujours la décadence tout simplement par le haut, le poisson pourri par la tête. Donc ce duc d'Orléans, c'est une vermine, mais c'est une vermine effectivement à plaindre. Dans cette underground révolutionnaire, on prit d'abord au piège les dirigeants potentiels. On étouffa d'abord leur conscience par la fréquentation du mal, puis on les tua par les complaisantes pratiques du mal. Les domaines du duc d'Orléans étaient transformés en usines dans lesquelles le pouvoir occulte, derrière le mouvement révolutionnaire mondial, fabriquait les pièces qu'il comptait utiliser pour son jeu d'échecs international. Scudder, qui écrivit a priori un livre, donc Scudder qui écrivit Prince du sang, déclara à propos du palais royal et donc du duc d'Orléans qu'il donna beaucoup plus de soucis à la police que tous les autres endroits de la ville.
Pour la population, cet endroit infâme était la propriété du duc d'Orléans, le cousin du roi. Marion Sigaud en a très bien parlé, comme je vous le disais tout à l'heure, dans ses conférences. Elle a aussi très bien parlé de, je sais plus, d'un hôpital où il y avait des choses affreuses qui se passaient, vous savez, avec des enfants, là, c'était sous Louis XV, c'était comment? Bon, je sais plus. La Charité, l'hôpital de la Charité, peut-être quelque chose comme ça. Bon, je sais plus. Pour la population, cet endroit infâme était la propriété du duc d'Orléans, le cousin du roi. Seule une infime poignée d'hommes et de femmes savaient que les prêteurs d'argent le contrôlaient et l'utilisaient pour créer une organisation révolutionnaire qui devait être l'instrument de leur vengeance et de leur plan secret. Vous voyez ce duc d'Orléans là, le fameux Philippe Égalité qui va finir guillotiné. Il avait reçu une mauvaise éducation, vous voyez. Il a une mauvaise éducation. Parce que son ancêtre, me semble-t-il, n'est autre que le frère du roi Louis XIV, je crois que c'est ça, qui avait une mauvaise vie déjà et de très mauvaises mœurs, qui était connu pour avoir des mignons, c'est-à-dire qu'il était homosexuel. Le frère de Louis XIV était un homosexuel notoire. Et cet homosexuel a eu une descendance. Et ce Philippe Égalité, duc d'Orléans, c'est dur à dire parce que il y a un certain atavisme génétique et moral. Vous transmettez aussi par l'éducation des choses à vos enfants. Et même quand vous ne les éduquez pas, précisément, vous leur transmettez le manque d'éducation. C'est effarant. Un prince du sang, précisément. C'est-à-dire, en fait, le cousin du roi Louis XVI. Voilà, le cousin du roi. C'est le cousin du roi, le duc d'Orléans, parce que tout simplement, son père ou son grand-père était le frère du roi. Louis XIV, le grand roi, dit Soleil, le roi Soleil. Dès que la police eut pris connaissance des documents secrets trouvés sur le corps du messager, elle les communiqua au gouvernement bavarois qui ordonna une descente dans les quartiers généraux des Illuminati. On y trouva de nouvelles preuves concernant les très vastes ramifications du mouvement révolutionnaire mondial et on informa les gouvernements de France, d'Angleterre, de Pologne, d'Allemagne, d'Autriche et de Russie de l'aspect international du complot révolutionnaire. Mais, comme toujours, les gouvernements concernés n'entreprirent aucune action valable pour mettre fin à la conspiration diabolique. Pourquoi ? La seule réponse est que la puissance des hommes qui sont derrière le mouvement révolutionnaire mondial est plus grande que celle de n'importe quel gouvernement. C'est pour ça qu'à une époque, vous savez, sous Philippe IV le Bel, Philippe IV le Bel avait décapité l'ordre des Templiers, vous savez, l'ordre du Temple. Et parce qu'en fait, c'était devenu un État dans l'État, ils avaient des ramifications internationales, ils avaient un système financier et même en fait quasiment des banques, et ça posait d'énormes problèmes, et le roi de France en fait avait mis fin à cette organisation, parce qu'il la craignait, vous voyez. Donc il y a toujours eu des prémices à cette globalisation, et le problème c'est que on ne sait pas comment lutter contre. Vous voyez, il y a un esprit d'unification du monde, c'est très net. Alors, nous le prouverons tout au long de ces pages. Les hommes malveillants qui conspirent et planifient le mouvement révolutionnaire mondial ont un avantage sur le commun des mortels. Le simple individu qui croit en Dieu et apprécie l'harmonie des choses créées par Dieu ne peut arriver à croire qu'un plan diabolique de haine et de vengeance ait pu être conçu par des humains. Bien que tous les chrétiens croient très sincèrement que la grâce de Dieu est entrée dans leur âme comme résultat de l'accomplissement de leurs devoirs religieux, d'avoir reçu les sacrements et dit leurs prières, ils ne peuvent croire que le diable inocule réellement son influence maléfique et ses pouvoirs dans les cœurs et les âmes des hommes et des femmes qui adoptent le satanisme ou l'athéisme comme religion par les cérémonies et les rites des grands prêtres Illuminati, que ce soit le genre cabale juive ou le genre ariano-païen du Grand Orient. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
il existe donc une église catholique, une communion des saints et des sacrements. Il en existe à peu près la même chose, tout simplement chez les ennemis du Christ, les ennemis de Dieu, les ennemis de l'église. Vous avez des églises parallèles avec des sacrements qui leur sont propres, des rituels, et des communications tout simplement avec l'esprit du mal, avec voilà, le diable. Et qu'il y a une communion, si vous voulez, également, mais une communion négative, une communion dans la haine et dans la destruction. C'est le pendant, si vous voulez, de la vraie foi, et c'est en opposition, voilà. Mais ce n'est pas un dualisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas égalité entre ces gens-là et la vérité, le beau, le bien, le vrai, et la véritable divinité. C'est pourquoi les individus et les gouvernements sont restés naïfs et stupides face aux avertissements qu'ils avaient reçus au sujet de la mécanique maléfique des dirigeants du mouvement révolutionnaire mondial. Voici plusieurs illustrations de cette inertie. Alors je pense que je vais arrêter la lecture ici, je vérifie. Bon, là, ça fera simplement un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure. Ouais, je vais m'arrêter là. Comme ça fera la partie 6. Bon, voilà. Écoutez, je vous dis donc à tout à l'heure pour la partie 6.